Bonsoir messieurs, dames. Désolé de ce petit contretemps et retard. Vous savez ce que c'est que la gestion des affaires publiques. Donc nous sommes invités au conseil municipal du 24 avril 2026 relatif à des points financiers et budgétaires. Donc le conseil municipal a été convoqué en deux temps. Les affaires financières et budgétaires ont été envoyées 12 jours à l'avance conformément à la réglementation. Et 5 jours avant, nous avons procédé plus ou moins un correctif sur l'ordre du jour qui sera modifié ainsi. Donc nous allons faire à la demande du préfet donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 avril 2026, l'adoption du règlement budgétaire et financier de la ville, l'examen et vote du budget primitif de l'exercice 2026, l'attribution d'une subvention au centre communal d'action sociale au titre de l'année 2026, l'attribution d'une subvention à la Caisse des écoles au titre de l'année 2026, la création d'emplois permanents, la détermination des représentants des collectivités au sein du CST et création d'un CST commun. Ne vous inquiétez pas, le secrétaire de séance redonnera l'ordre du jour quand on aura vérifié le quorum. En point 8, désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du CUAE. En 9, exercice du droit à la formation des élus et questions diverses était la convocation pour l'ordre du jour. Donc, secrétaire de séance pour l'appel, pour vérifier le quorum, et ensuite vous nous ferez voter, on fera voter l'ordre du jour de séance. Monsieur, je propose Daniel Tégard comme secrétaire de séance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci de l'unanimité. Donc, monsieur Tégard. Bonsoir à tous. Alors, nous allons donc procéder à l'appel. Jean-Luc Edom. Présent. Achille Adonai. Jean-Gal Karine. Brochant Patrick. Soussin Lucie. Pétris Patrick. Kayande Ignace. Jourson Johanna. Baudesson Dominique. Sahaye Antoine. Tégard Daniel. Galette Esther. Pétris Daniel. Toto Jean-Noël. Berchel Annie. Citronnelle Sandra. Ousselin Bertrand. Gotte épouse Bagassien Sylviane. Pierre Hortense. Tulipe Linda. Francis Frédéric. Pas encore arrivé. Tancré Kelly. Elle arrive, très bien. Mélane Tiffany. Poumarou Lunel. Ferdi Louisi. Emmanuel Félix. Absent. La Rochelle Marielle. Chapouli Cynthia. Toto Mehdi. Absent. Le quorum étant valablement atteint, nous pouvons valablement débuter la séance du conseil municipal. Bien, avant que vous donniez l'ordre du jour, donc j'amène le correctif à la demande de nos services et de la préfecture, puisqu'il faut savoir que l'adoption d'un règlement budgétaire et financier est obligatoire en application de l'instruction comptable M57 pour les communes de plus de 3500 habitants, en vertu de 12-30, pour autant, bien qu'il avait déjà été adopté par l'ancienne mandature, il est demandé de le revoter en début de nouvelle mandature. Donc, nous vous proposons effectivement, avant de points sur le budget, donc de rajouter l'adoption du règlement budgétaire et financier de la ville. Et comme je vous avais dit, nous avions fait parvenir les documents à tout le monde pour que vous ne le découvriez pas en silence. Ça avait été envoyé par mail conformément à l'obligation. Donc, notre ordre du jour, vous pouvez le donner, secrétaire. Je vais voter quand même. Pardon, excusez-moi. Donc, sur le rajout du au point 2 de l'adoption du règlement budgétaire et financier de la ville,
Je mets en discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci beaucoup. Le point est à rajouter à l'ordre du jour. Je vous écoute. Très bien, alors je vous rappelle donc l'ordre du jour. Approbation des procès-verbaux du Conseil municipal du 7 avril 2026. En 2, examen et vote du budget primitif de l'exercice 2026. En 3, attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale au titre de l'année 2026. En 4, attribution d'une subvention à la Caisse des écoles au titre de l'année 2026. En 5, création d'emplois permanents. En 6, désignation des représentants de la collectivité au sein du CST et création d'un CST commun. Et en 7, nous aurons donc les questions diverses et bien sûr le point que vous venez de rajouter, monsieur le maire. Merci beaucoup, qui a été rajouté en point 2. Donc, nous pouvons ouvrir la séance conformément au règlement intérieur en cours jusqu'à ce jour. Nous avons les fameuses questions du public et des administrés et citoyens de Goyave. Y a-t-il des questions? Parfait. Alors, que vous présentez déjà? Présentez-vous. Bonsoir. Oui, c'est ça que j'allais faire. Alors, je m'appelle Nago Anita et je suis une citoyenne de Goyave. Voilà. Alors, je voulais dire, je me mets debout. Alors, je voulais dire, il y a un endroit en face de Leader Price où les gens se mettent pour pouvoir prendre le 106 et le 105. Je suppose que c'est la départementale, mais c'est très dérangeant de voir des gens comme ça, à l'injure du temps, en train d'attendre ces cas-là. Alors, je me demande quelle possibilité qu'il y aurait de leur faire ne fût-ce qu'un abri, parce que vraiment, c'est dérangeant. Monsieur le maire, nous prenons toutes les questions, vous répondez après? D'accord. Bon, alors nous allons continuer avec une autre question. Oui, bonsoir à tous. Je me présente, Eric Phipps, natif natal de Goyave. J'habite Morne-Rouge, entrée de la plage. Et j'ai une propriété chemin des mineurs en direction de Thibault-Boule pour ceux qui connaissent. Eh bien, depuis Fiona, nous avons un pont qui est voire assez passant quand même parce que il y a pas mal de gens qui habitent, je dirais, au fond. Et aujourd'hui encore, j'ai vu passer un engin qui doit faire certainement une bonne dizaine de tonnes et qui a dépassé là où, pour certains qui connaissent, là où était le gars, enfin, qui avait comme surnom Chapla, pour ceux qui connaissent. Hein. Et donc, depuis Fiona, je disais, ce pont a été très fragilisé et même le mur de soutènement de chaque côté du pont a été, enfin, avec toute l'eau qui, la couille, les rivières en couille, ça a complètement fouillé et le mur de soutènement est complètement tombé dans la rivière. Ça fait que ce pont, je dirais que ça présente pas mal de risques, hein, parce que des gens continuent de passer dessus alors qu'il y a un panneau qui indique que c'est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Il y a encore un autre inconvénient, c'est que depuis Fiona, l'ancienne municipalité a fait placer deux petits bouts de barrières. Enfin, vous savez, les barrières qu'on fait à l'entrée et à l'arrivée des courses cyclistes. Deux petits bouts de barrières. Et de l'autre côté, il y a un précipice. Il suffit que quelqu'un, dans un moment d'inattention, passe et peut se retrouver dans le lit de la rivière qui est complètement en contrebas. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le coin là. Il y en a qui connaissent. Et donc, de chaque côté de ce pont, c'est un vrai danger pour les gens qui utilisent cette route pour aller jusqu'au fond, disons que c'est le village Thibault-Boule qui est au terminus, comme on dit. Donc voilà, c'est ce que je voulais signaler. Donc si vous avez
à un moment la possibilité de venir jeter un coup d'œil sur les dangers que j'évoque, là, que ça peut constituer, ce serait une bonne chose. Merci pour Voilà. votre question, monsieur. Y a-t-il d'autres questions? Allez-y, donnez un micro, monsieur. Oui, première question, c'est... Mettez-vous debout qu'on vous voit. C'est moi. Oui, première question, c'est que déjà, sur le nouveau pont, mon nom c'est Lucien Cordier, j'habite à la ZAC. Voilà. Donc, sur le nouveau pont, avant qu'il ne soit terminé, j'avais vu que ça traînait, donc j'avais déjà fait un peu de vidéo dessus, avec les bouteilles de gaz, etc. Et suite à cela, l'ancien maire était venu intervenir, bon, lui aussi avait fait une vidéo, et l'OSBAR même fait une vidéo aussi, pour te répliquer par rapport à ça, fait là. Ensuite, mais là maintenant, le nouveau point étant terminé, pourquoi est-ce que tous les gens de chantier, tous les trucs là sont encore là? Ça devrait être déjà sorti. Je rappelle que le premier qui avait travaillé sur le pont, il avait laissé de grosses bouteilles que la ville de Guayave avait payé des trucs, et c'est moi qui ai réceptionné, il y aura dans le travail à payer. La deuxième des choses, est-ce que le maire, il a un jour où il reçoit les citoyens, nous sommes à 7000 personnes, sans rendez-vous dans la commune, ou bien est-ce qu'il pourrait instaurer cela? D'accord? Est-ce qu'il reçoit les citoyens un jour ou les groupes de personnes un jour dans la semaine de la commune? Mais surtout, retirer ces bulletins là aussi, parce que le point est déjà fini. Qu'est-ce que tous ces trucs-là font encore là? D'accord? Voilà. Mais un jour aussi qu'ils puissent nous recevoir dans la semaine, c'est obligatoire. Merci. Merci pour votre question. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons toutes les noter. Monsieur le maire répondra dans un instant. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonsoir. Jean-Yves Berlet, j'habite à Boissec. Une question toute simple et un peu intéressée concernant les travaux du chemin Adolphe Ribaud, pour savoir s'ils sont toujours d'actualité et si oui, pour quand. Merci. Le chemin de Adolphe Ribaud. Ribaud. D'accord, très bien. Avons-nous d'autres questions? Oui, la toute dernière, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Madame Itono. J'habite à Moreau. J'ai perdu mon époux il y a déjà 9 ans et l'ancien maire avait promis d'acheter un beau terrain pour pouvoir faire un nouveau cimetière. Et j'aurais bien aimé savoir, est-ce que vous avez déjà programmé de nous permettre d'avoir un nouveau cimetière? Merci pour votre question, madame, monsieur le maire. Les questions sont terminées. Je vous laisse la parole. Bien sûr. Sur la première question, donner la parole à monsieur Daniel Pétris, qui est conseiller communautaire, pour réponse à madame Nago sur les abribus et sur la gestion de la mobilité et des transports. Et si un administratif peut compléter, complétera. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tout le monde. Chers collègues, bonsoir. Monsieur le maire, merci. Oui, en effet, la compétence de l'interurbain sur le territoire revient à la CNBT. Et dans ce cadre-là, nous allons avoir bientôt l'arrivée de Carulis pour desservir le transport de la population. Et en ce qui concerne également l'aménagement des stations. Donc, il y aura certainement des abris voyageurs. Je vais veiller à cela et la demande sera faite auprès de la CNBT. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des administratifs qui veulent ajouter quelque chose. Je rajouterai effectivement que normalement, ça devrait démarrer d'ici, dans les 15 prochains jours. Vous aurez un bus orange qui va relier Sainte-Rose à Guayave et Pointe-à-Pitre à Guayave aussi également. Et donc on communiquera plus longuement là-dessus, puisque les représentants de l'agglomération au SMT n'ont pas encore été nommés. Mais on vous donne l'info en prime time. Voilà. Madame Nago, la réponse vous satisfait. Donc, bien entendu, tout ce qui est sur les abribus seront également gérés dans le cadre des commissions du Nord-Bastère, et que nos élus, donc Monsieur Pétris, Madame qui est vice-président à la communauté d'agglomération, Madame Citronnel qui est assise à côté de moi,
Jean-Luc et moi-même et Ferdi Luisi, nous serons au service des Goyaviens pour défendre la situation et les besoins des Goyaviens auprès de la communauté d'agglomération pour peu que nous y soyons présents. L'administration a-t-elle une information complémentaire sur cette question? Monsieur Lapully? Oui. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, concernant, en fait, le trajet, en fait, du bus, à rappeler que c'est un trajet provisoire suite à démolition du pont, en fait. Donc, sachant que les bus, normalement, vu que le pont est à nouveau fonctionnel, les bus, en fait, qui faisaient ce trajet-là, ils sont plus censés passer sur la D44. Donc, c'était provisoire à la base. Donc, on avait mis un circuit provisoire pour les bus navettes gratuites pour les habitants de Saint-Clair. Mais sachant que les bus, comme le sens, c'est tout ça, ils sont plus. Normalement, il faudrait voir le département qui fasse leur circuit. Normalement, ils doivent plus passer sur ce circuit. Merci beaucoup, Monsieur Lapully. Vous pouvez déjà préparer le micro pour le passer à Monsieur Germain sur la question du pont près de Chapela. Ça rappellera certainement des souvenirs. Monsieur Germain, si vous avez bien noté et retenu la question sur le poids des engins de 10 tonnes qui passent et sur la fragilité de cet ouvrage d'art que nous devrons certainement travailler dessus. Nous vous écoutons. Merci. Merci Monsieur le maire. Bonsoir mesdames et messieurs les élus. Bonsoir mesdames et messieurs de la population de Goyave. Alors en effet le pont donc sur le chemin des mineurs fait partie des 4 ponts, donc des 4 ouvrages d'art comme on les appelle, qui sont sur le réseau communal. En effet après l'événement Fiona, ce pont comme les autres a subi de fortes dégradations et en effet une partie de ce qu'on appelle la culée. Donc il y a une des culées qui est en partie détruite. Alors, les compétences que nous avons au sein de l'administration communale sur la gestion des ouvrages d'art étant sans nul doute limitées, nous avons depuis fait appel via une convention à ce qu'on appelle le CEREMA. Le CEREMA qui est une instance gouvernementale, technique, qui est experte en matière d'aménagement et de gestion des voiries, justement, et des ouvrages d'art. Le CEREMA nous a fait un retour il y a maintenant quelques semaines sur la possibilité de conventionner spécifiquement pour accompagner la ville de Goyave sur, premièrement, ce qu'on appelle un diagnostic, donc pour pouvoir comprendre précisément ce qui se passe au niveau de nos ponts, pas que visuellement, mais également à l'intérieur. On peut aller, dans certains cas, comme c'est le cas pour le pont de Boissec, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle une auscultation. L'auscultation, on va aller vérifier la consistance des bétons, la consistance du ferraillage, on va aller vérifier les fondations du pont, puisque les ponts ont des fondations de la même maison qu'une habitation en a une. Alors, cette démarche, elle est un petit peu longue, il est vrai, et en attendant, des mesures de sécurité avaient été prises sous la forme de barrières que vous avez constatées, donc elles sont probablement à rafraîchir, et vous avez raison, il y a une visite terrain à probablement organiser pour pouvoir justement rafraîchir ces éléments de sécurité, remettre également à niveau le panneautage, puisqu'il y a une interdiction pour les plus de 3,5 tonnes avec un arrêté de circulation qui a été mis en place. Donc ces éléments-là, nous nous engageons évidemment à les vérifier, à les remettre au goût du jour et à communiquer évidemment sur l'avancée des diagnostics qui seront faits sur l'ensemble de nos ponts, y compris celui du chemin des mineurs. Très bien. Vous pouvez répondre également sur le pont chemin Adolphe Ribaud. C'est la même problématique et je ferai une analyse ensuite. Concernant les travaux sur le chemin Adolphe Ribaud, vous avez pu constater pour ceux qui sont sur ce secteur qu'il y a eu des travaux qui ont démarré. Il s'agissait en effet de reconstituer la chaussée, donc reconstituer l'accès aux habitations. C'est une impasse, en tout cas aujourd'hui. Alors, il a été d'abord commencé des travaux de béton sur l'accotement pour pouvoir conduire les eaux pluviales. L'entreprise s'est rendue compte qu'il y avait une difficulté
technique qui a fait l'objet de propositions. Il y a eu donc une deuxième vague de devis qui ont été réalisés et donc les travaux envisagés initialement ont été il s'est ajouté à ces travaux une amélioration, notamment de ce qu'on appelle une cunette béton. Donc c'est l'aménagement de l'accotement pour pouvoir conduire les eaux pluviales. Il était important pour la collectivité de travailler sur cet axe-là, bien sûr sur le confort de la chaussée, mais également le maintien de cette chaussée dans le temps, et c'est pourquoi il a été fait le choix de cette cunette béton. Alors, ça a pris un peu de temps, et l'entreprise, qui est l'entreprise SABB, pour ne pas les citer, qui se trouve sur Petit-Bourg, nous a annoncé, et, monsieur le maire, ça date de cet après-midi, l'information, nous a annoncé pouvoir redémarrer les travaux qui intègrent le chemin Adolphe Ribaud à partir de la semaine prochaine. Donc ce sera sous la forme de demande d'autorisation, puisqu'il faut des arrêtés de circulation gérés par la police municipale. Il faut également des permissions de voirie que nous instruirons et que nous préparons évidemment très rapidement pour que ces travaux puissent se faire sur le terrain directement. Très bien. En termes de précision aussi, il faut préciser que nous avons besoin pour lancer des travaux d'un document qui s'appelle le budget, puisque une nouvelle équipe municipale, donc pour toutes les demandes, malheureusement ou heureusement, puisqu'il faut quand même un temps d'installation, un temps de délai, ça fait 3 semaines, c'est déjà le 3e conseil municipal que nous élaborons, et celui-ci justement va consacrer le vote du budget, donc la préparation budgétaire, donc il y a des arbitrages aussi que nous aurons à faire en tant qu'élus sur les choix politiques qui avaient été faits avec cette mesure que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la continuité républicaine, donc la continuité municipale, mais pour autant, lorsque un maire s'est engagé et qu'il n'est plus là, c'est le maire qui vient après qui endosse la responsabilité de ce qui a été signé, donc souffrez que étant donné que c'est moi le nouveau chef des visibilités, que nous prenions le temps de vérifier, mais a priori, puisque en fait, dès lors qu'il s'agit de routes communales, et nous avions une réunion de travail justement sur ces questions-là, il faut vérifier aussi la domanialité publique et garantir que l'argent public est utilisé sur un terrain qui correspond à toutes les cases, ce qui vous permet à vous aussi d'être en sécurité, ce qui permet aux agents d'être en sécurité. Et nous avons quelques dossiers qui sont pas forcément finalisés sur ces questions-là, et au moment de l'aspect budgétaire, j'aurai l'occasion de revenir sur ces questions-là et sur un certain nombre de choses que nous avons découvertes sur les 3 premières semaines et qui sont somme toute inquiétantes. Et chacun prendra ses responsabilités le moment venu sur ces questions. Donc la 3e question était directement adressée au maire sur l'obligation d'avoir un jour dans la semaine pour recevoir des groupes, pour recevoir des administrés. Alors, je ne dis pas que c'est une obligation légale, je dis juste que c'est une obligation de courtoisie. Donc nous avons démarré depuis 2 samedis, effectivement, la réception des administrés sur rendez-vous, pour l'instant de préférence, parce que en fait la tâche à accomplir est importante, parce qu'il fallait voter le budget, il fallait revoir un certain nombre de choses, et on a fait un choix qui est un choix fort qu'on expliquera tout à l'heure, mais nous recevrons le samedi. Nous avions déjà eu l'occasion de le dire, que ça sera des séances où l'ensemble des adjoints, ou en tout cas la grande majorité des adjoints, seront présents, donc dans les différents domaines, pour recevoir les porteurs de projets, les personnalités qui veulent. Sinon, ceci étant, dans l'entretemps, quand vous avez des urgences, vous appelez le secrétariat de la mairie, que ce soit au cabinet ou que ce soit la direction générale des services, puisque nous avons mis une direction générale des services par intérim, donc qui est en charge justement de répondre et de garantir la permanence et la continuité de l'administration. Donc c'est Madame Ladir qui fait office donc de directeur général des services par intérim et qui donc du coup est à disposition des administrés qui auraient des urgences pour y répondre, puisque nous vous avons dit qu'une administration de proximité, cela veut dire des élus,
de proximité, mais cela veut dire également des techniciens, donc c'est-à-dire notre administration communale dans le jargon qui répond aux attentes et aux espérances de la population. Et comme j'aime à le dire, ils sont payés pour cela. Donc il y a des droits et des devoirs pour les fonctionnaires. Et parmi les obligations qu'ils ont, c'est justement cette obligation d'information de la population. Et nous sommes en train de modifier l'organisation communale pour justement garantir la neutralité du fonctionnement. Il n'y a pas de directeur de cabinet qui est encore nommé à Goyave, justement pour éviter on va dire, les mélanges de genres, la technique et le service public aux administratifs, donc pour répondre justement aux questions sur les chemins, etc. Et nous, on a la vision et le choix stratégique et le choix politique. Et à partir de là, effectivement, on n'a pas besoin d'être forcément là tous les jours au niveau des élus. Par contre, on a l'obligation d'être tous les jours à vivre avec vous, à vous entendre dans la rue, et c'est pas forcément dans la mairie. Mais nous serons au rendez-vous de ces rendez-vous, on va dire, un peu républicains pour recevoir de façon plus formelle les gens. Mais déjà dans l'informel, nous savons et nous réglons un certain nombre de choses. Monsieur Emmanuel, malheureusement, n'est pas là ce soir, mais nous avait alerté sur la situation de l'électricité sur la zone de l'Aiguille. Effectivement, une situation qui durait depuis un certain nombre d'années. Donc nous avions été surpris de la question et de la précipitation à moins après 15 jours pour que nous réglions le problème. Pour autant, le problème a été réglé. Alors je ne dis pas, non, je sais, justement, je ne dis pas qu'il est réglé de façon durable, puisque nous devons rencontrer les entreprises qui ont été attributeurs des différents marchés, puisqu'il y a tout ce qu'on appelle des clauses de responsabilité, et lorsque vous rendez un travail, vous devez le rendre avec les qualités attendues et espérées contractuellement, mais comme il n'y avait pas beaucoup de marchés dans la commune de Goyave et que la contractualisation ne se faisait pas forcément en temps et en heure, pour peu qu'il y avait des dossiers qui étaient perdus ou égarés, puisque nous avons une 130aine de dossiers de parapheurs qui sont aujourd'hui on va dire, comment je veux dire ça, analysés par l'administration sur les éventuels retards de gestion, etc. Donc a priori il y a des dossiers qui datent de 2014 ou de 2015. Donc on a 130 parapheurs qui dormaient dans un bureau, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, donc on va gérer, on va prendre les choses au fur et à mesure. Oui, je sais, Madame Chaboli, je suis désolé, il y a les photos, c'est pas moi, parce que les 130 parapheurs, ils sont vus, ils sont su, et si vous voulez, nous vous inviterons éventuellement à venir les trier avec nous. Comme ça, effectivement, vous aurez peut-être pas à doliner de la tête. Bonsoir. Ah, d'accord. Je ne vais pas vous répondre, monsieur le maire. Je salue la population. Je ne vais pas vous répondre. Voilà. De toute façon, nous avons un débat. Je vous laisse parler. Vous êtes monsieur le maire. Vous êtes accompagné de vos élus. Oui. Je suis également élu de la ville de Goyave. Oui. Donc, je vous laisse parler, monsieur le maire. Ah oui, mais voilà. Je vous ai rien dit. J'ai juste dit que vous avez donné de la tête en te faisant... Non, mais je peux faire ce que je veux de ma tête, monsieur. Ah oui, mais donc, il me semblait. Et moi, j'ai le droit de dire que vous avez donné de la tête. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez aussi. Et j'ai le droit d'avoir la police de l'Assemblée et de la salle. Comme d'habitude. C'est votre droit. Je vous l'accorde. Merci. Ah, mais merci de me l'accorder, ça. C'est bien. Je suis heureux parce que ça va nous donner un petit peu de piment et de sport dans ce conseil municipal, mais vous inquiétez pas. Généralement, je dis ce que je vois, je le répète, et généralement, j'ai la preuve de tout ce que je dis, et nous aurons l'occasion de sortir les preuves de tout ce que j'ai dit. Bien entendu, je suis à votre disposition, je serai au conseil municipal, je serai également dans les commissions pour pouvoir vous dire ce que j'ai à vous dire aussi. Ah oui, mais vous êtes tout à fait dans votre rôle, vous inquiétez pas. Moi, je suis très à l'aise là-dessus. Vous avez, ensuite, sur la problématique de la ZAC maintenant de l'Aiguille, non. Oui, les entreprises qui ont fait le pont. Ils ont laissé le matériel. Ils devraient avoir déjà libéré l'espace. Ils devraient avoir déjà libéré l'espace.
Et ils ont laissé tout là. Voilà, Oui. les pompes funèbres. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais comme je vous dis, ça fait que 3 semaines que nous sommes là. Donc nous prenons en compte un certain nombre de choses. Et madame, et vous voyez que madame Chapouli a déjà la réaction, effectivement, à donner de la tête. Donc je ne vais pas être plus long sur cette question-là, puisque on pourrait penser que j'en veux à mon prédécesseur. Je n'ai fait que constater un certain nombre de choses. Comme vous avez constaté qu'il y a des machines qui devraient peut-être être plus là, mais a priori, c'est peut-être une vue de l'esprit que vous avez, peut-être que les machines ne sont pas là, comme moi j'ai une vue de l'esprit qui a 130, il y avait 130, c'est pas une blague, hein, il y avait 130 parapheurs dans un bureau. Donc ça veut dire que quand on veut faire des économies et qu'on veut faire de la bonne gestion, 130 parapheurs, c'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser différemment. Et il y a des parapheurs de 2014, de 2015, de 2016. Nous sortirons le tableau et à ce moment-là, on verra bien un certain nombre de choses par rapport à ça. Mais bon, nous avançons, bien entendu. Je n'ai fait aucune. Mais vous inquiétez pas, je vous passerai la parole. Par contre, Madame Chapouli, police de l'Assemblée, c'est moi qui décide quand vous parlez. Bien. Donc, quand je vous donne la parole, vous aurez tout le temps de dire ce que vous avez à dire. Vous inquiétez pas. Et vous pourrez même débattre sur mentir sur quoi? Mentir sur quoi? Mentir sur quoi? Vous voulez que je passe la parole à l'administration pour qu'ils vous disent qu'ils ont trouvé 129 parapheurs? Madame Chapouli, vous savez, ce n'est pas en faisant ce genre de choses que vous serez effectivement... Non, vous n'êtes pas du tout à votre place pour l'instant. Non, puisqu'il n'y a pas encore de débat. Par contre, là maintenant, je vous coupe la parole, effectivement, et je vous dis effectivement que c'est la police de l'Assemblée. Sinon, je ne vous donnerai pas la parole le moment où vous devriez en discuter. Merci beaucoup. Donc, Madame Etonneau de Moreau a posé une question extrêmement pertinente, justement, sur le cimetière. Alors, comme, effectivement, il faut que je fasse très attention à ce que je vais dire, histoire que mon opposante, puisqu'elle veut se déclarer comme telle, ne dise pas que je... Alors, a priori, donc, au moment où nous allons voter le budget, donc il y a toujours prévu de faire un cimetière. Donc, nous sommes pas contre le cimetière de Mornagom. Nous avons encore émis aucun avis spécifique là-dessus. Nous avons juste des problèmes sur l'extension du cimetière par rapport effectivement à la destruction de l'ancienne église, et nous avons demandé des éléments complémentaires d'appréhension, puisqu'il semblerait, alors je le dis sous réserve, hein, peut-être que je serai contredit, on a fait une déclaration sur un certain nombre de choses pour demander l'avis, semblerait-il pour autant qu'il y ait déjà un marché, qu'il y ait déjà une entreprise qui était déjà mandatée pour opérer la destruction du bâtiment, et malencontreusement, il a fallu d'abord désacraliser ce bâtiment avant que l'entreprise puisse intervenir. Donc, mais nous avons demandé à l'entreprise de surseoir, en fait, et celle qui accompagnait, puisque la même entreprise, effectivement, la commune de Goyave lui doit à peu près 1 million d'euros. Mais oui, mais c'est pas moi, hein, on aura l'occasion de délibérer sur cette affaire, et bien entendu, à ce moment-là, nous aurons le débat que nous devons avoir sur cette question-là. Donc, Madame Etonneau, si c'est bien Etonneau, hein, je sais pas. Oui, Etonneau. Donc, si vous posez la question, c'est que au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de place. Non, on vous a pas donné, on vous a pas attribué de place, et pas de retour. Et on me dit même qu'on a perdu mon courrier. Non, excusez-moi, Madame Etonneau, on a perdu votre courrier. Je vais donc poser la question à l'administration communale. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Madame Etonneau sur la question, effectivement, d'une demande de concession au cimetière qui n'aurait pas fait l'objet d'une réponse? Est-ce que vous êtes au courant? Et si vous n'êtes pas au courant, qui peut s'engager et dans quel délai à traiter la demande de Madame Etonneau, ne serait-ce que pour lui dire que ce n'est pas possible et qu'il faut attendre un certain nombre de choses? Parce que bon, je fais très attention à ce que je dis maintenant.
Madame Ladir, sur les concessions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tous. Alors, donc, s'agissant de manière globale, la réception des courriers en mairie, nous avons pour habitude systématiquement donc d'accuser réception et de remettre effectivement une copie à tout administré qui procède à un dépôt de courrier. Donc, les courriers sont systématiquement enregistrés et il est procédé à un circuit au niveau donc des différents services qui sont chargés de l'instruction des dossiers. Donc ça c'est pour la première chose. Et ensuite concernant la demande d'extension, la demande de concession effectivement que vous avez mentionnée, comme l'a précisé Monsieur le maire, compte tenu du fait que la collectivité n'est pas encore engagée justement sur ces travaux donc d'extension, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore obtenu de réponse. Alors pour autant, la volonté de la municipalité actuellement est de systématiquement donc d'accuser réception justement, donc de donner une réponse rapide aux administrés donc qui font une demande au sein de l'administration telle qu'elle soit, et nous nous engageons justement à améliorer justement cette administration. Et donc juste pour information, nous sommes en train de mettre en place justement donc un projet de dématérialisation qui va consister systématiquement comme je disais tout à l'heure, à accuser réception et vous donner des réponses fiables dans les meilleurs délais. Voilà. Merci beaucoup. Nous devions consacrer une demi-heure à ces questions. Y aurait-il une dernière question de dernière minute? Ah, une réponse complémentaire, Madame Durban? Attendez, le micro arrive. Justement, Monsieur le maire, je voudrais apporter une précision à Monsieur Cordier. La parcelle AL 922, pour les engins signalés, est toujours sur place parce que cette entreprise a demandé à la commune de lui accorder un arrêté pour une année. Alors, voilà, c'est ça. C'est la raison pour laquelle les engins sont toujours sur place. Voilà. Parcelle AL 922. Bien. Donc, cette demande a été faite quand? Alors, c'est Monsieur Germain qui m'avait chargé un petit peu de prendre contact avec le service des évaluations foncières pour savoir un petit peu le coût de l'occupation, mais je n'ai pas encore reçu la réponse. Voilà. Très bien. Donc, nous verrons avec l'administré si ça représente une nuisance ou pas. Non, c'était juste une question, interrogation pour savoir le pourquoi. Donc, c'est pour une année, juste une année, Très bien. un AOT pour une année. Donc, en fait, ça servira juste de parking, c'est pas des travaux qui sont prévus. Non. Merci de cette précision. Donc, nous allons passer au deuxième point, enfin, au premier point de l'ordre du jour. Merci pour cette séance de questions du public qui, ma foi, a été animée par le conseil municipal. Et je me réjouis du débat démocratique quand il est empreint de toute la bonne foi dont nous savons faire preuve à Goyave. Donc, rapport numéro 1, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal 2026 que vous avez reçu. Chers collègues, avez-vous des remarques et des corrections? Madame Chapouli. Oui, mais monsieur, je crois que monsieur Kléber avait juste les mains occupées. Madame Chapouli qui est en train de chercher ses notes, donc ça veut dire qu'elle a certainement quelque chose à dire. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de mes notes, monsieur le maire. Merci. Je sais ce que j'ai à dire. Je n'ai pas d'observation à faire sur ce procès verbal et quand j'aurai des observations, je demanderai à prendre la parole quand vous voudrez bien me la donner. Merci beaucoup. Merci, je vous la donnerai toujours avec plaisir. Comme d'habitude, je l'ai dit, je n'ai aucun problème avec la contradiction, quelle qu'elle soit. Et surtout avec les gens qui disent que je mens. Et j'espère qu'un jour, on aura le plaisir de se voir en conseil municipal, puisque à ce moment-là, je serai certainement beaucoup moins gentil et je démontrerai tout ce que j'ai dit en étant de l'autre côté. Je l'ai déjà dit et je le redirai,
Je pardonne à certaines personnes, je n'oublie pas, et certaines personnes savent, je les regarderai droit dans les yeux, comme dans la télé, mais sauf que cette fois-ci, on ne sera pas là à la télé, et on sera devant le peuple guayavien. Et les 130, vous inquiétez pas, mais comme vous avez la procuration, vous répondrez pour lui, vous continuez à répondre pour lui, c'est très bien. Mais je ne suis pas en campagne. Ah non, j'ai 130, excusez-moi, est-ce que je peux être étonné de retrouver, en tant que maire, dans un bureau que je fais nettoyer, puisque en fait c'est le principe républicain, vous faites nettoyer le bureau, vous vous organisez, il y a un tas, je peux inviter les gens après, on va monter, il y a un tas de sachets poubelles avec plein de choses à l'étage. En fait, comme c'est pas parti avec, vous savez, il y avait eu un fameux soir où effectivement on partait avec un certain nombre de choses, on a peut-être dû les oublier et on a découvert 130 parapheurs. Et un parapheur, ça a un coût. Et j'ai demandé à l'administration, le prochain conseil municipal, je vous ferai le coût que ça représente effectivement de ne pas avoir 130 parapheurs qui circulent. Et effectivement, on verra que ça aurait peut-être permis de faire des économies à la collectivité. Mais bon, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce procès-verbal? Donc, il est mis en discussion. Donc, il est mis aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité des votants. Donc, nous passons au rapport numéro 2 dédié à l'adoption du règlement du budgétaire et financier de la ville. Et donc, je passe la parole à Madame Pentier-Joyeux sur cette question pour nous éclairer. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, messieurs et mesdames les citoyens qui consistent l'Assemblée. Donc, le règlement budgétaire et financier décrit les processus budgétaires non seulement dans la préparation, dans l'adoption des budgets, mais aussi dans l'exécution budgétaire pour tout ce qui est gestion des dépenses et encaissement des recettes. Le document qui vous est présenté n'a pas été modifié par rapport au document qui a été voté fin 2023 pour l'adoption de la nouvelle maquette M57. Donc, si vous le permettez, je vais reprendre les points essentiels de ce document. Pour ce qui est de la préparation budgétaire, donc nous avons le budget primitif que nous allons voter pour 2026 ce soir, qui commence par le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu cette année en fin février, avec un calendrier des actions à mener au sein des services municipaux, mais aussi en concertation avec les élus pour décider des priorités budgétaires de l'année. Après le vote du budget primitif, sont inscrits les inscriptions budgétaires qui permettent à l'administration, aux services financiers et à la trésorerie de payer les factures, les dépenses et d'encaisser les recettes. Après parution du compte de gestion ou du compte administratif, mais à partir de cette année du compte financier unique, qui va permettre de déterminer le résultat de l'exercice précédent, un budget supplémentaire sera adopté afin d'intégrer le résultat au budget 2026, soit en réserve, soit en versement en section d'investissement, soit en versement à la section de fonctionnement pour l'exercice suivant. Concernant l'exécution budgétaire, nous avons tout d'abord les recettes de fonctionnement
dont une bonne partie sont constituées des charges de personnel et des subventions de fonctionnement accordées notamment au CCAS, à la Caisse des écoles et à d'autres associations sur le territoire de la commune. Les subventions aux associations sont votées par le conseil municipal. En tant que collectivité territoriale, ayant adopté la M57, la commune de Goyave est tenue à tenir une comptabilité d'engagement qui représente l'ensemble des contrats, des marchés, des commandes qui ont été conclues avec nos fournisseurs. Après, bon, au niveau des recettes, les recettes sont suivies en concertation avec la trésorerie qui nous transmet les encaissements. Nous leur transmettons, alors nous titrons ces encaissements de façon à pouvoir les intégrer au budget de la commune. Enfin, nous avons aussi une partie de gestion du patrimoine puisque la commune de Goyave est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments communaux, de terrains. Nous sommes soumis à l'obligation d'une tenue d'inventaire et à l'amortissement des investissements sur les exercices selon les durées qui ont été votées par le conseil municipal. Concernant les garanties d'emprunt, notamment pour les entreprises et les syndicats qui réalisent des logements sociaux, donc la ville est tenue à gérer une liste, un référentiel de l'ensemble des garanties d'emprunt qui ont été attribuées à nos partenaires. Enfin, concernant l'information des élus, les documents de présentation sont mis en ligne et les rapports de présentation sont disponibles non seulement pour les élus, mais aussi pour l'ensemble des administrés de la commune. Je me tiens disponible pour répondre à d'éventuelles questions. Ce point est mis en discussion, donc c'est un document, pardon, excusez-moi, qui répond au cadre réglementaire, budgétaire et financier. Donc comme je vous ai dit, neutralité du service public et de l'intérêt général, donc présenté par un fonctionnaire dont la qualité première, justement, c'est de ne pas faire de politique et de ne pas être en campagne. Donc, vous avez des questions sont possibles, c'est mis en discussion. Est-ce que quelqu'un a une question pour Madame Pentier ou éventuellement, si l'aspect est un peu plus politique, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, c'est une obligation légale, il n'y a pas d'enjeu et vous remarquerez que nous avons repris le même parce que pour l'instant, nous allons voter un budget qui a été préparé par l'ancienne équipe municipale et donc il n'y avait aucune raison pour l'instant de sortir du cadre et du champ le temps que les audits se fassent. Des questions? Le point est mis en discussion. Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Merci Madame Pentier pour la qualité de la présentation qui en découle sur un vote unanime. Le troisième point du coup à l'ordre du jour est relatif à l'examen et au vote du budget primitif de l'exercice 2026 qui va se composer d'un budget en équilibre sur 18 139 173,65 € de dépenses et 18 139 173,65 € en recettes. Mais nous passons également la parole à notre responsable budgétaire et financier, Madame Pentier, pour la présentation de ce budget. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant la présentation de ce budget, je reprendrai
comme pour le règlement budgétaire et financier, les points essentiels, sachant que je me tiens disponible pour tout échange particulier sur ce budget. Donc, juste un rappel général concernant le budget. Le budget d'une commune est divisé en deux sections. La section de fonctionnement qui reprend les dépenses quotidiennes de la commune et les dépenses la section d'investissement qui reprend les dépenses visant à l'équipement de la commune qui sont amenées à durer dans le temps. Donc, comme Monsieur le maire l'a indiqué, le total du budget de cette année s'établit à 18 139 173 € et 65 centimes pour être exact, avec une section de fonctionnement de 11 2 927 € et une section d'investissement de... Ah, excusez-moi, il y a eu des arrondis. Et une section d'investissement de 7 136 246 et 65 centimes. Très bien. Concernant la section de fonctionnement, la majorité des charges de fonctionnement sont constituées par des charges de personnel, soit 56% du total. Ces charges sont en augmentation par rapport au budget primitif de l'an dernier de 17,65%. Le point avait été abordé lors du débat d'orientation budgétaire. Cela s'explique essentiellement par l'application du glissement vieillesse-technicité, la mise en place du volet santé de la protection sociale complémentaire qui a été voulu par le Parlement français, l'augmentation des charges patronales, CNA, CNR, ACL et les URSSAF, des recrutements qui ont été prévus au budget et des recrutements qui ont été prévus au budget. Voilà. Concernant le deuxième point de dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les charges à caractère général, il s'agit du fonctionnement quotidien de la mairie, donc déjà l'eau, l'électricité, le carburant, mais aussi tous les petits équipements qui permettent aux services techniques de fonctionner et les contrats de prestations que nous pouvons avoir, sans compter aussi l'organisation des événements qui rythment la vie communale. Donc tout ce qui est grande parade carnavalesque, la fête patronale, l'arbre de Noël pour les enfants, etc. Donc les charges à caractère général s'établissent à environ à 3 millions d'euros, soit 28% du budget de fonctionnement. Donc, le reste des charges de fonctionnement concerne le chapitre 65 autres charges de gestion courante. Dans ces autres charges de gestion courante, on retrouve les subventions au CCAS, à la Caisse des écoles, aux associations, comme j'ai eu l'occasion de parler lors de la présentation du règlement budgétaire et financier, mais aussi la rémunération des élus. Donc, ce chapitre qui se monte à un peu plus de 1 100 000 € constitue 10% du budget de fonctionnement. S'agissant des recettes de fonctionnement, le premier poste, c'est la fiscalité. D'une part, les impôts et taxes dont une partie est perçue par la commune, mais aussi la fiscalité locale dont les taux ont été votés au conseil municipal du 7 avril. Donc, les autres impôts et taxes pour 6,3 millions et la fiscalité locale pour 2,8 millions. L'autre partie des recettes de fonctionnement est assurée par des dotations de l'État pour 1 700 000 €, à peu près.
Donc, concernant la section d'investissement, je commencerai par les recettes. 2 sources de recettes essentielles, les subventions qui nous sont accordées par l'Europe, par l'État, par la région ou par le département et d'autres organismes, et le recours à l'emprunt. Donc, fin d'année 2025, une convention d'emprunt a été signée auprès de l'Agence française de développement pour un montant de 5,9 millions, et nous avons un report de subvention d'investissement de 639 000 euros. Ces montants, ces ressources pourront être amenées à évoluer en fonction des dossiers qui seront présentés et des subventions qui seront accordées au cours de l'exercice. Alors, concernant les dépenses de la section d'investissement, il s'agit de l'action de la ville pour l'équipement de la commune. Donc, nous avons les travaux routiers dont vous avez pu parler, mais aussi tout ce qui concerne les études. Nous avons parlé de l'étude sur le pont avec le CEREMA. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger lors de précédents conseils municipaux sur les études concernant l'hôtel de ville. Nous avons parlé de l'extension ou de la création du cimetière, qui constitue aussi des travaux d'investissement. Voilà. Donc, en conclusion, ce budget primitif s'inscrit dans la continuité de l'action communale. Il pourra faire l'objet de modifications, notamment lors suite à l'adoption du compte financier unique, donc de la reprise des résultats et de l'adoption d'un budget supplémentaire ou de décisions modificatives tout au long de l'exercice. Monsieur le maire, j'en ai terminé de ma présentation. Merci pour votre présentation. Il me semble que Madame Le Borgne a des petites présentations, précisions pour le chapitre 012 qui est en augmentation par rapport à l'année précédente. Donc pour bien éclairer nos conseillers municipaux. Merci beaucoup Madame Le Borgne. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à mesdames et messieurs les élus. Bonsoir à mesdames et messieurs de la population de Goyave. Je fais donc ce petit focus sur le 012. Donc focus parce que Madame Joyeux-Pantier a effectivement indiqué les grandes masses budgétaires et a bien précisé que les dépenses de personnel sont celles qui sont les plus importantes dans le budget, les dépenses de fonctionnement. Donc, comme nous avons pu voir en commission de finances ce détail, je vais donc vous donner les éléments des charges de personnel. Je vais mettre mes lunettes. Alors, les charges de personnel, comme nous l'avons dit, constituent le principal poste de dépense de fonctionnement pour la ville de Goyave. Elles sont en progression assez dynamique entre 2025 et 2026. C'est ce que vous pouvez constater dans la maquette qui vous a été transmise en page 16, donc le projet de budget primitif, où vous voyez donc que le budget prévisionnel du 012 pour 2026 est de 6 159 948 euros. Pour des prévisions de 2025 qui s'élevaient à 4 704 556 euros. Alors l'écart est d'autant plus important, 6 millions en 2026, 4 millions en 2025, la précision étant que le réalisé 2025 s'est finalement élevé à 5 166 864. Donc entre 2025 et 2026, nous passons de 5 millions à 6 millions en termes de prévision. L'année 2025 a en effet été marquée par la mise en œuvre d'une politique RH attractive pour conserver les talents de Goyave,
donc déroulement de carrière en avancement de grade, promotion interne, régime indemnitaire revalorisé, avantages sociaux, etc. Donc conserver les talents et améliorer les conditions de travail du personnel avec un renforcement de l'encadrement, donc des recrutements, propositions nouvelles de formation, une médecine de prévention maîtrisée. Les dépenses effectives de 2025, nous avons dit 5 millions, ont donc été largement supérieures aux projections qui étaient de 4 millions. Je vous épargne les centimes. 2026 connaîtra une augmentation des charges de personnel qui ne résulte en aucun cas d'une absence de volonté de maîtrise des effectifs, mais qui s'inscrit dans la continuité de la politique RH souhaitée, dynamique, ordonnée, transparente et au plus près de chaque agent qui est le maillon de la richesse humaine de la collectivité. Les écarts entre 2025 et ces prévisions de 2026 s'expliquent donc par cette perspective volontariste de renforcement des équipes par des créations et évolutions de postes. Nous avons effectivement au point à l'ordre du jour de cette séance de nouvelles créations de postes et nous en avons eu en fin d'année 2025. Le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'avancement de carrière normal de tout agent fonctionnaire territorial. Donc ce sont les avancements d'échelon, de grade, les éventuelles promotions et la revalorisation éventuelle du régime indemnitaire. La participation obligatoire de l'employeur à la protection sociale des agents, dont a fait état Madame Joyeux-Pantier, la participation au chèque restaurant, l'organisation des élections municipales en 2026, qui a eu un coût, le soutien à l'apprentissage et la volonté de ne pas maintenir certains agents dans une situation précaire. Ces écarts s'expliquent aussi et grandement par l'effet cumulatif de diverses mesures nationales. La poursuite en 2026 de l'augmentation progressive du taux de contribution employeur à la CNRACL, prévue par décret, l'augmentation du taux de la cotisation patronale déplafonnée d'assurance vieillesse, également un décret, les cotisations IRCANTEC qui augmentent et une possible revalorisation des grilles indiciaires dans un contexte de revalorisation du SMIC. Nous parlons là donc de mesures nationales qui impactent obligatoirement et par conséquent les rémunérations puisque les charges patronales sont calculées sur la masse salariale versée. Nous pouvons aller plus en détail de ces explications et de ce que nous pouvons dégager de ce budget primitif de 2026 aux pages 38 et 39 de la maquette que vous avez reçue. Nous entrons dans un détail par article, mais très significatif. Pages 38 et 39. Alors, les articles, je crois, Madame Pantier, que vous avez parlé d'une nomenclature qui permet de comprendre ce qui est affecté à chaque article. Effectivement, ce point a été abordé hier lors des travaux de la commission Finances, Administration et Ressources et j'ai diffusé un guide des imputations qui a été créé par la DRFIP aux participants de la commission. Je pourrais éventuellement le faire passer au secrétariat général pour qu'il soit diffusé à l'ensemble des élus. Ça permet, en soutien à la maquette qui vous a été diffusée, de mieux comprendre quelles sont les catégories de dépenses qui peuvent être derrière chacun des articles. Je remercie. Donc, je poursuis concernant les charges de personnel et ce détail des articles, pages 38 et 39. Détail des articles très significatifs des dépenses et de la politique RH engagée. Donc, vous voyez les articles 63-31, 63-32, 63-36. Ce sont des charges patronales qui se calculent. Donc, ce n'est même pas une décision de l'autorité, mais un calcul obligatoire de cotisation. Par contre, 63-33, la formation, avec l'inscription de 40 000 euros
sachant que la prévision de 2025 était à 0, mais que pour cette année 2026, il y a cette volonté de permettre des formations autres que celles du CNFPT pour lesquelles nous cotisons, mais des formations autres et peut-être au plus près de chaque agent et de chaque équipe. Le 6411 correspond à la rémunération principale des agents titulaires qui a été augmentée pour 2026 de près de 140 000 euros, donc en réponse aux créations de postes et aux réadaptations de l'organigramme qui seront mises en œuvre. Le 64-112 et 64-132 s'imposent également à la collectivité, puisqu'il s'agit de l'obligation réglementaire liée aux enfants de moins de 20 ans des agents. Donc, le SFT, ça vous parle, les collègues, pour ceux qui sont concernés. Le 64-113, l'obligation réglementaire également liée à l'exercice de certaines fonctions, donc qui s'impose également à la collectivité, c'est la NBI. Le 64-118 et le 64-138, le régime indemnitaire, il est 40%. Donc, une partie dépend des décisions de l'autorité et l'autre partie est imposée puisque étant calculée sur la rémunération, les 40% en question. Le 64-131, la rémunération des non-titulaires, qui s'est élevé en 2025 à 387 000 euros et qui comprend donc la rémunération des contractuels, des saisonniers que nous avons en général au mois de juillet et août, et la rémunération du collaborateur de cabinet dont les crédits sont bien inscrits donc au budget de cette année de 2026. Au 64-17, nous avons la rémunération des apprentis, pour l'heure un seul apprenti et certainement un seul en 2026. Et donc ensuite, les articles 64-51, 64-53, 64-54 et 64-57 qui correspondent aux cotisations sociales en forte augmentation, ce que vous pouvez constater entre la colonne prévision 2025 et prévision 2026, qui s'impose à la collectivité puisque calculée sur les rémunérations. Une petite nouveauté, le 64-58, qui correspond à la subvention au COS et qui traduit effectivement cette volonté de politique RH sociale, de pouvoir accompagner les agents dans leur vie familiale, dans la vie familiale et personnelle. Et nous terminons par le 64-88, participation diverse de l'employeur, correspondant donc au chèque restaurant et à d'autres éléments de protection sociale. Les indemnités de fonction des élus qui ne sont pas véritablement au 0,12 mais qui sont calculées en paye sont évaluées à 120 780 euros, c'est l'article 65-311. De plus, selon la même dynamique que pour le personnel, un focus est fait sur le volet formation et qui est un des points à l'ordre du jour de ce conseil municipal, renforcé à l'article 65-315 de 25 000 euros pour un exercice des fonctions à la hauteur des attentes des citoyennes et citoyens de Goyave. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Pentier, et merci, Madame Leborgne, pour la qualité de vos présentations sur les éléments. Il me semblait que vous m'aviez dit, vous n'avez pas fini. Monsieur le maire, j'aimerais juste rajouter un point important pour le vote du budget, pour l'information des élus. Nous vous avons présenté un budget par article, donc c'est tous les 64 pour les différents articles. Il faut savoir que Goyave a fait le choix de voter son budget par chapitre. Donc, à l'intérieur d'un même chapitre, soit le 011 ou le 012, une réallocation peut avoir lieu en cours d'exercice afin d'équilibrer la masse budgétaire, enfin les dépenses par rapport aux recettes, sachant que le total par chapitre, lui, ne peut pas être dépassé. Merci, vous avez précédé ma remarque, donc vous anticipez, c'est très bien, Madame Pentier. Joyeux Pentier, excusez-moi. Oui, je voulais, Madame Leborgne, vous m'aviez dit que les saisonniers, on en avait un petit peu plus et plus tôt que d'habitude lors de nos entretiens pour
préparer, enfin, en tout cas pour que je comprenne ce budget. Oui, monsieur le maire. Chaque année, auparavant, les saisonniers étaient recrutés uniquement au mois de juillet et août. Ce sont en général de très jeunes personnes, de très jeunes Goyaviens. Et durant 2025, nous avons fait appel à des saisonniers, donc en dehors de cette période, et également à plus de contractuels dans le cadre de l'accroissement d'activité. Donc encore un autre cadre juridique. Donc nous avons donc des accroissements temporaires de contrats supplémentaires depuis le début d'année, donc qui expliquent l'augmentation, plus les saisonniers que nous avons plus de mois dans l'année. Voilà. D'accord, très bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parfait. Vous confirmez que les indemnités des élus ne passent pas dans le 0,12? Tout à fait. D'accord, très bien. Et que il y a une augmentation de 25 000 euros du volet formation destiné aux élus. C'est bien ça. Une augmentation, pas de 25 000 euros, puisque l'an dernier, sur cette ligne, je crois qu'elle était à 10 000, voilà, et cette année, en prévision, 25 000. Oui, parce que vous avez considéré que nous avons de nouveaux élus et qu'il faut les former. C'est gentil. Non, mais j'agrée et je valide. Je valide cette augmentation. Je vous ai dit, nous sommes là pour faire de la transparence sur ces questions. Donc il semblerait, puisque j'anticipe peut-être, non, je vais laisser le débat et je poserai les questions. Ensuite, sur ça, je mets le point en discussion. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce budget? Oui, madame, Joëlle Ventier. Juste pour apporter une précision, madame Jean Givy me faisait remarquer que je m'étais trompée de ligne. Les frais de formation pour les élus l'an dernier étaient votés, attendez, excusez-moi, à 12 000 euros et non pas à 10 000 euros. Bon. Voilà. Il faut être exact, c'est de l'argent public. C'est l'heure suisse, c'est l'argent public, donc on passe de 12 000 à 25 000 euros. Alors, je rappelle que c'est du prévisionnel, donc ça ne veut pas forcément dire que nous dépenserons la totalité de ces sommes. Et comme je vous ai dit, donc, sur cet aspect, est-ce que vous avez des questions techniques? Vous n'avez pas de questions techniques, donc je vais rajouter quelques éléments d'analyse politique sur ce budget. Donc vous savez que la commune de Goyave a une nouvelle équipe municipale qui dirige. Donc le débat d'orientation a été réalisé en février par l'ancienne équipe municipale. Nous avons tantôt dit que nous n'étions pas dans une forme de revanche et que nous n'étions pas dans de la politique, que nous assurions et que nous garantirions une continuité dans le cadre du républicain de ces choses, et c'est ainsi que nous avons fait le choix, effectivement, de ne pas refaire un débat d'orientation budgétaire, de ne pas réimposer à l'administration un travail en un temps contraint, puisque nous avons encore d'autres choses à faire, nous avons découvert d'autres choses qui font que le temps aurait compté pour le faire, sachant que en plus nous n'avons pas encore le CFU, donc ça veut dire que nous n'avons pas les reprises de résultats de l'année précédente, nous n'avons pas le résultat des audits que nous allons lancer, nous n'avons pas intégré, et c'est aussi pour ça, nous n'avons pas intégré l'emprunt de 5 800 000. Vous pouvez donner le montant exact, puisque il faut, comme j'ai vu, sinon vous allez me corriger, vous avez dit qu'il faut être précis. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Alors, l'emprunt a bien été intégré au budget dans la section investissement. Non, je parlais des charges financières, en fait. Les charges financières, effectivement. Nous avons compté que les premiers versements n'ayant pas encore eu lieu, les intérêts de l'emprunt vont compter quand il rentrera en amortissement. Voilà. Donc l'emprunt est de 5 940 906 euros. Voilà. Donc qui a été effectivement opéré en décembre. En décembre, tout à fait. 2025. 2025.
Donc bon, je pense qu'il n'y avait je pense pas qu'il serait, enfin, en décembre, il y avait du mal à ce qu'il soit exécuté tout de suite, mais je peux comprendre l'intérêt. Ensuite, donc je vous disais effectivement que nous n'avons pas fait le choix de modifier. Donc les projets d'investissement qui étaient en cours sont repris pour l'instant, le temps que nous ayons les éléments d'analyse et de compréhension éclairés des conseillers municipaux. Je dis bien des conseillers municipaux, donc je parle bien des 29 sur les projets en cours, donc qui sont inscrits du coup dans ce BP. Donc la reconstruction de l'hôtel de ville, il y a 300 000 €. C'est le lancement des études préalables suite à la concertation publique de 2025. Donc études, comme je vous ai dit, que nous risquons de requalifier et de réorganiser, mais pour 300 000 €. L'extension du cimetière du bourg, qui est prévue pour 1 million, donc les reprises de travaux après les prescriptions archéologiques, mais de ce que nous venons d'apprendre de la DAC, nous risquons à la Toussaint de l'année prochaine d'y être encore, mais bon, ça sera l'objet d'un autre débat. La démolition de l'ancienne église pour 497 429 €, déconstruction, désamontage et création d'un lieu mémoriel. Construction d'une caserne de gendarmerie, donc qui devrait coûter à peu près 7 millions d'euros, mais pour l'instant, on va faire 400 000 € sur des arbitrages sur le foncier et le lancement de la consultation des opérateurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est inscrit en prévision. Réfection des voiries communales 2025-2026, donc le projet est censé s'arrêter, si j'ai bien retenu, en septembre, donc sur lequel nous dépenserons 750 000 €, sur lesquels j'ai demandé effectivement à l'administration de présenter des dossiers à DETR et à l'État pour pouvoir accompagner financièrement ces opérations pour que nous n'ayons pas à utiliser l'emprunt qui a été effectué en décembre alors qu'on nous annonçait, et là je fais de la politique, un excédent avoisinant les 12 millions d'euros, surtout justement en investissement, et pour autant la commune semblait avoir la nécessité et l'urgence absolue, vitale, de faire un emprunt en décembre. Et bien entendu, Madame Chapouli, je vous passerai la parole, je sais que vous allez avoir quelque chose à dire sur cette question. Ensuite, donc, acquisition et entretien de barrages d'Évian pour la collecte de sargasses. Donc, pour 1 080 000 €, a priori, nous réussirons à le financer puisque nous avons déjà renégocié avec les services de l'État sur une prise en charge. Donc, c'est ce que nous faisons depuis ces 3 semaines. La création, Madame Métonneau est partie, mais la création du cimetière de Mornagome, donc ce sont les premières étapes à la création. Donc, ça sera une étude pour 60 000 € et quelque chose sur lequel je tiens énormément pour éviter d'autres sinistres et d'autres malheurs, la rénovation des installations de lutte contre l'incendie pour 150 000 €. Il est malheureux que ça soit encore au budget de la commune puisque il y avait des volontés et des velléités que ça soit géré à l'époque par les communautés d'agglomération et que ça se termine au SMGAG, mais a priori pour l'instant il est peut-être plus intéressant que ça reste au niveau de la commune. Nous saurons faire un bon usage de ce projet qui est présenté dans le cadre de la continuité républicaine. Ensuite, installation de caméras de vidéoprotection. Alors, il n'est prévu que 100 000 € pour l'instant, donc c'est encore des phases d'études et qu'il faudra affiner avec les services de police et le CLSPD et bien entendu également la communauté d'agglomération qui, si elle s'installe, pourra abonder dans le cadre des différents dispositifs qui existent entre CISPD et CLSPD, la modernisation de la bibliothèque et des équipements scolaires divers. Là-dedans, je peux déjà vous assurer et vous garantir que dans ces projets, comme il n'y a pas l'école de Bois-Sec, l'école numérique 3.0 ou 3. Chaleur, donc je peux rassurer les parents d'élèves à la suite de la visite que nous avons accomplie avec l'équipe, donc que je remercie de s'être déplacé pendant les vacances, donc faire la visite pour la plainte effectivement d'un bâtiment qui finalement n'est pas fini, puisque après c'est peut-être la SEM-Samar, c'est pas moi, donc chacun prendra ses responsabilités par rapport à ça. Elle fait des raréfactions sur une cour d'école qui transforme le bâtiment en une véritable fournaise pour nos enfants entre midi et 2. Donc nous allons
avec les services, retravailler sur cette question et réintégrer dans le budget communal ce type de travaux. Donc vous le comprendrez que ce budget n'est pas le budget que nous avons préparé, donc il ne reflète pas la politique que nous voulons mener. Nous sommes dans une continuité républicaine, donc après 3 semaines, ça servait à rien d'aller modifier, on ferait dans la précipitation. Nous avons 7 ans pour être jugés sur la qualité de ce que nous pouvons proposer aux Guayaviens, mais pour autant, nous n'attendrons pas 7 ans, nous n'attendrons pas les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois pour réaliser, nous n'attendrons pas certainement la dernière semaine pour faire des routes sans consulter ou sans concerter avec la population qui attendait depuis 18 ans ces chemins. Nous prendrons le temps de vous informer de ce que nous ferons, nous prendrons le temps de vous concerter véritablement au bon moment, pas 6 ans, pas 7 ans avant, et là je fais de la politique sur ces questions-là, puisque là je ne suis plus sur l'aspect technique du budget, puisque le budget a une partie politique, puisque ce sont les choix, ce sont des choix politiques qui sont opérés, et donc sur ce, nous avons des choses qui sont dans la continuité, donc je félicite l'ancienne équipe pour un certain nombre de choix qu'ils ont faits, et il y en a d'autres sur lesquels forcément nous ne sommes pas d'accord, et nous n'étions pas d'accord, et a priori je pense que la population n'était peut-être pas d'accord non plus, puisqu'ils ont fait le choix de mettre une nouvelle équipe à la tête de la commune, et vous savez ce que c'est que le principe de la vie démocratique, chers amis et chers conseillers municipaux, je parle toujours au 29, si nous ne sommes pas bons, eh bien, nous retournerons chez nous et d'autres personnes prendront notre place. C'est le jeu démocratique et on pourra peut-être s'installer en face, mais je ne dirai pas à ces personnes, et là je le fais à dessein, Madame Chapouli, qu'ils mentent, surtout quand on n'a pas entre guillemets, vu ce qui a été vu, et que vous risquez de m'obliger à demander à un fonctionnaire ou à des fonctionnaires qui sont assermentés de confirmer ou de conforter ce que je viens de dire, parce que je vous ai déjà dit que quand je dis quelque chose, je le dis avec les preuves. Donc je le redis, il y a 130 parapheurs. Alors, pour être précis, parce que Mme Pantier risque de me reprendre, il y en avait 129. Je vous l'accorde effectivement, donc j'ai fait une petite erreur de calcul, on va considérer ça comme une erreur matérielle. Avez-vous des remarques sur le budget, madame? Alors, monsieur Brochant. Oui, excusez-moi. Bonsoir à l'Assemblée, bonsoir chers collègues, bonsoir à nos responsables administratifs. Je ne serai pas technique, mais j'ai quand même une petite inquiétude, monsieur le maire. Compte tenu de tout ce qui a été dit en amont, il est fort de constater que ce projet ne reflète pas notre projet politique. Donc, je veux bien croire qu'il faudra éventuellement voter des décisions modificatives. Et si tel est le cas, ce serait à quel moment dans l'année? Merci. Merci de votre question. Effectivement, elle est pertinente, monsieur le troisième adjoint au maire. Donc, la première des choses, donc il y a une réponse technique. Donc, dès lors qu'il y a une réponse technique, je me retourne vers mon administration chérie, adorée, appréciée, et qui va nous donner les éléments d'appréciation sur les délais avant le vote de ce fameux document dont personne ne retiendra le nom, mais vous, par contre, vous avez l'obligation de le retenir en tant que technicienne et de nous l'expliquer, ce fameux CFU. Alors, le CFU doit être voté au plus tard au 30 juin. Voilà. S'agissant d'un document budgétaire, il devra, une fois que la date du conseil municipal qui va le voter aura été déterminée, être diffusé aux élus au moins 12 jours avant la tenue du conseil municipal. Il y aura une commission finances, administration et ressources qui se tiendra en amont de façon à échanger avec les élus et répondre aux premières questions. Nous travaillons de concert avec la DRFIP, la trésorerie de Sainte-Rose, de façon à pouvoir
fournir ce document le plus tôt possible sans percuter la date, au plus tard du 30 juin. À la suite, début juillet, nous pourrons programmer, alors soit ça se fera lors du même conseil municipal, si nous avons le temps de travailler, notamment sur ce que je comprends de la remarque de Monsieur Brochant, sur la section d'investissement pour qu'elle reflète mieux les projets du conseil municipal. Nous pourrons programmer l'adoption d'un budget supplémentaire dans la continuité de l'adoption du CFU. Le CFU doit être transmis au plus tard à la préfecture le 15 juillet, je crois. Voilà. Les décisions modificatives se prennent tout au long de l'année en fonction des besoins de la commune. La dernière se prend au plus tard, que je ne dise pas de bêtises, le 20 janvier et doit être transmis à la préfecture 5 jours après, lors de la journée complémentaire, si c'est nécessaire. J'apporterai une nuance toutefois. Au niveau de la section d'investissement, étant donné que nous votons par chapitre, il peut très bien y avoir une réallocation de sommes destinées à l'un ou l'autre projet, pour peu que nous restions dans l'enveloppe allouée au chapitre. Donc, les décisions modificatives ou même lors du budget supplémentaire, le budget supplémentaire permettra éventuellement d'allouer des fonds supplémentaires. Mais lors de décisions modificatives, il ne sera pas nécessaire forcément de passer par là pour opérer des choix d'investissement d'une opération par rapport à une autre. Très bien. Alors, je vais faire le faussement candide. Donc, comme nous votons le budget sans reprise des résultats, donc du coup, nous aurons l'obligation de reprendre les résultats. Et de faire un budget supplémentaire, tout à fait. Voilà. Donc, du coup, on fera pas le même jour. On va prendre le plaisir de prendre le temps de faire le CFU, d'analyser, parce que c'est ce que j'explique à la population aussi. C'est ça que vous devez entendre, c'est que la gestion budgétaire et financière se fait en 2 temps. Vous faites des prévisions. Ensuite, vous regardez ce que vous avez réalisé par rapport à vos prévisions. Donc, vous avez soit des opportunités qu'on appelle positives, soit des externalités négatives donc les externalités négatives, c'est tout ce qui peut être cyclone, tremblement de terre ou travaux qui n'étaient pas prévus et que vous devez faire en urgence pour sécuriser un certain nombre de choses. Donc, par exemple, on va avoir une grosse externalité négative qui a à peu près 12, 14, 15 ou 16 ans, mais ça reste quand même une externalité négative puisque nous sommes une jeune équipe et nous avons que 3 semaines de gestion qui s'appelle la mairie de Goyave, donc une grosse externalité négative puisqu'il faut mettre à l'abri les agents qui travaillent dedans. Donc forcément, je peux déjà vous garantir que, en plus d'une éventuelle reconstruction, et ça je le dis aux agents aussi, c'est une des priorités, c'est de les mettre en sécurité, histoire d'éviter que vous avez dit talent, hein, Madame Le Borgne tout à l'heure, donc les talents que nous avons ne se blessent pas à l'intérieur de la mairie et que nous ne puissions pas bénéficier de ces talents-là et de la gestion. C'est aussi de la bonne gestion, donc nous allons régler la problématique des fuites de la verrière. Bon, il semblerait alors, après maintenant, Monsieur Araï, je vous mets à la vindicte populaire, si ça ne marche pas, mais vous prenez vos responsabilités. Effectivement, il a proposé une solution technique, et vous inquiétez pas, je serai avec vous sur la vindicte. On assumera ensemble si ça marche. Alors, si ça marche, c'est moi. Si ça marche pas, c'est vous. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que si ça marche pas, c'est moi. Et si ça marche, c'est vous. Mais bon, vous avez très bien compris l'idée. Donc, pour 1 500 €, nous allons mettre en place quelque chose qui devrait nous éviter d'avoir ce spectacle horripilant des seaux rouges, jaunes, verts
au cœur de la mairie. Et effectivement, nous sommes en train de délibérer aussi par rapport à un rapport qui date de 2014 qui avait prévu que pour 2,6 millions ou 2,7 millions, nous aurions un bâtiment qui était aux normes. Mais là, je fais de la politique parce que là, c'est des choix. Ça s'appelle faire des choix. Donc là, par contre, sur ça, je fais de la politique. Effectivement, ce n'est pas le choix que j'aurais fait, puisqu'aujourd'hui, si j'écoute mon administration et notre administration, puisque là, je mets l'ensemble des conseillers, refaire une mairie, on est autour de 9 à 10 millions d'euros, et je ne vous ai pas donné le temps pendant lequel, effectivement, il va falloir attendre que ce bâtiment de 9 ou 10 millions soit construit. Pour mémoire et pour les anciens qui ont plus de 20 ans, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Goyave, en ce temps-là, était géré par François Luisy, et la mairie, donc laquelle on se trouve, avait pris 7 ans, 8 ans, 10 ans, entre le moment effectivement où la décision avait été prise et la réalisation. Et ceux qui ont un peu plus de 20 ans se rappellent qu'elle avait été inaugurée dans la précipitation, de peur qu'un autre chef d'édilité en fasse l'inauguration, et que donc du coup un certain nombre de réserves et un certain nombre de choses n'avaient pas pu être prises en compte. Et là aussi, je fais de la politique, c'est une question de choix. Voilà ce que j'avais à dire en ce qui me concerne, et pour répondre à votre question qui est avérée, donc forcément les BS, donc les budgets supplémentaires se font en début septembre, donc on vous donnera les dates de ce type de choses, et ça se fera gentiment, en bonne intelligence, et notamment dans le cadre de la commission finance, administration et ressources, qui a été, au dire de Monsieur Pétris, d'une excellente tenue. Madame Chapouli était présente, a travaillé. Je salue le travail accompli dans ce cadre-là, puisque c'était une heure quand même qui pouvait être compliquée, mais je tiens à saluer sa présence sur ça et la constructivité des échanges qui ont été opérés et qui ont permis de justement que l'administration modifie quelque peu sa présentation pour que les élus soient le mieux éclairés possible sur ce budget. Cela amène à d'autres discussions. Quelqu'un d'autre veut intervenir ou pas sur ce budget prévisionnel, donc on appelle le budget prévitif 2026. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets en discussion, je mets aux voix. Qui vote contre? Très bien. Qui s'abstient? C'était prévisible. Donc, qui vote pour? Merci. Donc, qui vote pour? Donc, Monsieur Tégard, Monsieur Jean-Noël, et donc je redemande effectivement qui s'abstient. Voilà. Oui, on s'abstenez-vous, les 6. Donc nous avons 3 personnes qui ont voté pour, donc je vous ai donné les personnes qui ont voté pour, et toutes les autres personnes se sont abstenues. Donc Monsieur Tégard, Monsieur Jean-Noël, j'ai oublié quelqu'un. C'était Madame Bagassien. Merci beaucoup. Merci d'avoir voté pour ce budget, et j'explique à la population. Donc il a été voté à l'unanimité des suffrages exprimés. Donc il suffit simplement que à partir du moment que personne n'a voté contre, il aurait même fallu qu'une seule personne ait voté pour, puisque l'abstention n'est pas prise en compte dans le vote. Je remarquerai, donc je remercie notre équipe d'avoir pris sa responsabilité sur cette question-là, et au moment de l'audit, nous dirons et nous ferons ce qui est nécessaire, et je réaffirme à l'administration toute notre confiance sur le document qui a été présenté et le document qui a été fait. Donc merci beaucoup. Chacun prendra ses responsabilités le moment venu. Oui, il y a des gens qui peuvent s'abstenir sur le budget qu'ils ont préparé, débattu. Vous savez, les contradictions appartiennent à l'homme, chacun fait ce qu'il veut. J'ai oublié de vous dire et j'ai oublié de vous signaler, chers amis, que vous avez été obligés,
effectivement que pendant le mois de janvier et à mars, un certain nombre de subventions ont été votées par l'équipe municipale. Normalement, dans le cadre légal, nous avons l'obligation d'annexer au vote du budget les subventions accordées aux associations. Donc, au lycée agricole Alexandre Buffon a été 400 €, à Madame Chikaté Nadine 200 €, Terre au dynamisme 19 000 € ont été. Alors, pardon, je vous ai pas dit pourquoi. Donc, le lycée agricole, c'est pour l'organisation des voyages pédagogiques à la Barbade sur la production de lait et de filières spiritueux. Donc, un soutien à 2 étudiants originaires de Goyave. Alors, nous avons pas les noms, mais en forme de transparence, si quelqu'un est intéressé, on pourra toujours leur dire. Vous savez l'intérêt que notre équipe a pour l'agriculture et accompagner des jeunes. Donc c'était le montant, et ils avaient besoin le coût total était de 26 599 €, mais c'est quelque chose de traditionnel. On vous demande pour les étudiants qui sont de votre commune, et la commune généralement accompagne. Donc merci à nos conseillers municipaux d'avoir accompagné ces jeunes. Madame Chikaté Nadine, 200 € pour la participation du jeune. Alors je sais pas là en fait j'ai pas encore compris, mais il faudra que l'administration, d'un jeune de l'USBM pour un tournoi de football, et le projet par athlète était de 1380 €. Terre d'eau dynamisme, donc c'est une association DYN avec un apostrophe et ami qui poursuit un documentaire Métamagnoc dans le cadre d'un voyage au Bénin à la ville d'Alada, qui est une ville jumelée à la ville de Goyave, donc il y aura un projet de rencontre culturelle qui fait partie des obligations que vous avez quand vous faites un jumelage, c'est de faire vivre ce jumelage, donc ça passe par ça. Donc forcément, à un moment, je demanderai certainement au conseil municipal, donc des 29 membres, de voter pour une délégation qui puisse se rendre à Alada. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire Alada. Ensuite, 2500 € ont été votés pour le Carriquera Sporting Club de Goyave pour la participation de Monsieur Chanteur, pensionnaire du Carriquera Sporting Club qui est vice-champion de France vétéran de badminton 2023-2024, pour un voyage qui s'est déroulé du 7 au 14 septembre 2025 à Pattaya, en Thaïlande. Donc je tiens à rassurer Monsieur Chanteur. Donc nous honorerons le montant proposé, puisqu'il correspond au montant sollicité. C'est 2500, on lui a donné 2500 €, en tout cas à l'association. Bien entendu, les associations feront l'objet de comptes rendus. Alors Caru Kids a demandé 12 000 €, on leur a donné 12 000 €, donc entre janvier et mars 2026 toujours. Bien entendu, je ne fais pas de politique. Et ensuite, enfin, l'association Rêve de Large, qui a obtenu une subvention de 30 000 €, comme quoi parfois faire une photo avec quelqu'un permet de délibérer une certaine chose, mais c'est toujours pas un montant et pas suffisant, donc on aura 15 000 € supplémentaires à accompagner Rodolphe Sefo pour sa participation à la Route du Rhum. C'est un jeune Goyavien qui a du talent et qui en plus propose des animations à la commune sur un certain nombre de choses. Est-ce que Monsieur Francis ou Madame Jourson veut rajouter, Monsieur Francis, un petit quelque chose pour présenter rapidement ce que Monsieur Sefo veut faire, puisqu'on aura l'occasion de revenir en conseil municipal dessus, mais il est bon que les Goyaviens sachent que votre commission s'est déjà réunie, a déjà travaillé et va accompagner un grand sportif goyavien, parce que c'est une grande épreuve que la Route du Rhum. Bonsoir à tous. Mais effectivement, nous avons rencontré Monsieur Rodolphe Sefo et ça s'est très très bien passé. Il nous a présenté des documents pour accompagner les écoles, les élèves, un vrai dossier. Et donc voilà, en gros, ça s'est bien passé, quoi. Très bien, mais c'est exactement ça, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il a présenté un beau dossier, on présentera le dossier le moment venu, mais c'est vrai que quand vous avez un sportif de haut niveau qui prend cet effort et ce temps de proposer effectivement d'accompagner les enfants à ce retour vers la mer, et je sais que notre premier adjoint, M. Adonai Achille, est très friand de ces projets sur les enfants nageurs.
Donc ça part aussi de ça, parce que pour que les enfants puissent aller faire de la voile et du bateau à ce niveau-là, il faut déjà qu'ils apprennent à nager. Donc nous réaliserons votre rêve que vous partagez avec les Goyaviens de permettre aux enfants de Goyave de tous devenir nageurs. Donc, pour rappel, je devais vous rappeler aussi que l'enveloppe des subventions l'année dernière était de 189 849 euros, et que pour l'instant, l'enveloppe dédiée est de 150 000 euros, et que sur les 150 000 euros prévus au budget, 85 900 seront disponibles après le vote du budget. Donc ça veut dire que pour faire la politique qui est la nôtre, si nous ne faisons pas un certain nombre de choses, nous pourrons pas. Alors, j'ai pas fini parce que je faut que je demande quand même quelque chose. Comme nous votons par chapitre, et je devais demander à Madame Chapouli si elle s'abstenait sur tous les chapitres. Oui? Bien. Donc du coup, et pareil, ça sera Madame Pentier, le même vote pour tous les chapitres. Très bien. Merci beaucoup. Point suivant à l'ordre du jour, donc nous en avons fini avec la condition budgétaire, l'attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale pour l'année 2026. Donc nous avons proposé de remettre la subvention versée initialement au CCAS, donc c'est 350 000 euros, conformément à la prévision, conformément à ce qui a été inscrit au budget. Et je peux déjà vous annoncer que nous ferons le travail supplémentaire pour augmenter le budget du CCAS. Donc ça passe par la recherche de subventions complémentaires, mais ça passe aussi éventuellement par une subvention de la commune qui sera abondée lors de la décision modificative, puisque nous irons entre-temps chercher les économies, chercher les subventions complémentaires pour notre action. Se met le point en discussion. Qui a des choses à dire sur ces 350 000? Très bien. Qui vote contre? Qui vote pour? À l'unanimité. Qui s'abstient? Personne ne s'est abstenu. Merci. Unanimité des votants. Soyez vigilants. Attribution d'une subvention à la Caisse des écoles pour l'année 2026. Le maire propose d'autoriser une subvention à hauteur de 176 500 euros comme ce qui est prévu au budget. Donc, mise en discussion, y a-t-il des questions? Alors, je rappelle que la Caisse des écoles a encore un agent qui est employé et qui, elle, accompagne le développement des affaires scolaires au sein de la commune. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci beaucoup. Création d'emplois permanents, je rapporte 6. Donc, Madame Leborgne a eu l'occasion de vous le rappeler lors de sa présentation synthétique sur le vote du budget. Donc, pour le permettre le bon fonctionnement des services, des emplois permanents doivent être créés par décision du conseil municipal. Donc, un chargé de communication à temps complet, il sera soit dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, catégorie B, ou dans le cadre des attachés territoriaux en catégorie A, et un gestionnaire RH et référente du COS à temps complet, qui sera dans le cadre des emplois d'adjoints administratifs catégorie C, cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux catégorie B. Donc c'est une compétence du conseil et ça fait suite à l'adoption d'un nouvel organigramme et les orientations budgétaires 2026 pris, je le rappelle, par l'ancienne équipe municipale. Ce point est mis en discussion. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des gens qui votent contre? Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Madame Chapouli et Monsieur Luizy, à l'unanimité des suffrages exprimés. Merci beaucoup. Donc le tableau des effectifs de la commune sera donc actualisé pour prendre en compte ces 2 personnes. Et je rappelle pour la petite histoire que donc 174 postes sont présents au tableau des effectifs de la commune, 91
sont pourvus et donc ça veut dire qu'il y en a 83 qui sont vacants. Et qu'il est important de signaler que lors du vote du budget, donc dans ce tableau de création, les emplois de collaborateurs de cabinet font l'objet de la prévision, qu'ils sont bien là, qu'il est bien au tableau des effectifs. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore de directeur de cabinet nommé qu'il n'y en aura pas et qu'il n'en a pas pour l'instant. C'est le choix qui a été fait de faire des économies, merci beaucoup, de faire des économies, puisque je pense que sur la première période, si vous comprenez que pour l'instant, nous sommes sur une continuité, on n'avait pas forcément besoin d'un directeur de cabinet et nous comptons sur l'administration et sur la qualité du travail qui sera accompli par cette administration justement pour compenser. On n'est pas dans le temps politique, on est dans un temps administratif qui est un temps de prise en main des projets communaux par la nouvelle équipe municipale, donc qui est composée d'un certain nombre de personnes. Point suivant à l'ordre du jour. Désignation des représentants de la collectivité au sein du CST et création des CST communs. Donc la première des choses, c'est que nous vous proposons de créer un CST commun entre la commune, la Caisse des écoles et le CCAS. Donc ce CST est créé dans chaque collectivité employant plus de 50 agents, donc ce qui est le cas de la commune de Goyave, puisque je viens de vous donner le tableau des effectifs budgétaires et le nombre de personnes présentes. Donc nous avons deux collèges, un collège des représentants du personnel qui seront élus lors des élections professionnelles de fin d'année et un collège des représentants de la collectivité qui est désigné par l'autorité territoriale. Donc en fonction du nombre d'agents, nous avons considéré que donc pour les élus c'est la durée du mandat, donc on mettra trois personnes, hein. Donc 3 titulaires, 3 suppléants. Donc du coup, on propose. Alors, je dois proposer en assemblée délibérante, mais vous avez marqué arrêté. Donc si c'est un arrêté, c'est le maire. Mais je dois quand même informer le conseil. C'est mieux quand même. Moi, je peux faire la surprise. Quand j'ai pas beaucoup de pouvoir en tant que maire, et vous m'obligez à partager avec l'Assemblée délibérante, mais je partage avec de bonne grâce et pour que ça soit effectivement transparent. Donc Patrick Pétris, Johanna Jourson et Dominique Baudesson seront les titulaires. Hortense Pierre, Patrick Brochant et Serge Sahaï seront les suppléants. Merci à eux et pour leur désignation. Ce point est mis. Du coup, je suis obligé de mettre en discussion. Pas de questions. Je mets aux voix. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? À l'unanimité des suffrages exprimés. Je vous en remercie, chers collègues. Point suivant. Désignation d'un représentant au conseil municipal au sein du CAUE. Donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui est un organisme départemental de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. C'est administré par un conseil d'administration composé de représentants des collectivités. Donc par délibération du 12 avril 2010, la commune de Goyave avait décidé de son adhésion à ce conseil. Donc du coup, pour participer aux travaux d'administration, un représentant du conseil municipal doit donc être désigné. Donc il est proposé de désigner un représentant tutélaire, donc qui sera notre élu en charge de l'aménagement, de l'urbanisme et du cadre de vie, donc Achille Adonai, et qui aura le plaisir de choisir son suppléant. Oui, mais je ne me rappelle pas, j'ai pas noté. Un seul suppléant. Oui, il faut un seul. Bien. Donc Patrick Pétris sera le suppléant de Monsieur Adonai pour le CAUE. je m'en rappelais, mais je préférais que ça soit lui qui le dise. Oui, on essaie de mettre des gens un peu retraités dans la suppléance pour qu'ils puissent aller faire le travail quand ceux qui travaillent.
Point suivant à l'ordre du... j'ai voté? Non. J'ai mis en discussion. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci pour l'unanimité. Point suivant, l'exercice du droit à la formation des élus. Donc, comme vous l'avez vu et proposé, alors justement, il faudra faire... donc, c'est 24 ou 25? Je vous passe la parole. Effectivement, dans le budget, étant donné que les travaux ont été réalisés en amont, c'est 25 qui a été prévu. Cependant, les engagements et les dépenses ne pourront pas dépasser les 24 156 € et 15 centimes que Madame Le Borgne a calculé. C'est une évaluation qui avait été faite, c'est pour ça qu'on est tombé sur 25, mais c'est bien 24 156 et 15 centimes qui seront plafonnés. Bien, donc je réexplique pour que tout le monde, je pense que tout le monde a compris, c'est que dans le budget, à titre prévisionnel, de toute façon, vous prenez toujours une marge, donc on a mis 25 000, mais ça doit être calculé à l'euro près, et quand vous devez faire un budget à l'équilibre, quand vous avez un montant avec 24 156,15 pour aller chercher un équilibre après, ça aurait donné trop de travail à l'administration inutilement, donc on a fait 25 000, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est du prévisionnel et qu'on va pas réaliser 25 000. Au pire, on dépassera 24 000 € et 156,15 €. Y a-t-il des questions sur cet exercice de droit à la formation des élus, qui est une obligation légale aujourd'hui pour la collectivité, donc de prévoir un budget et qui doit permettre justement à vos élus, je le dis au public, de se former et de comprendre les enjeux de l'administration. J'ai bien dit se former, comprendre les enjeux, et j'ai pas dit de devenir un technicien à la place des techniciens. D'où le fait que nous ayons fait les techniciens du budget vous présenter de façon la plus neutre possible ce budget. Donc nous avons un partenariat pour le droit à la formation des élus avec le centre de gestion qui va nous accompagner pour mettre en place les premières formations sur des défis fondamentaux liés aux élus, apprendre sa fonction, comprendre son rôle, sécuriser son action, prévenir les risques. Ah, allez-y. Oui, donc par rapport à l'intitulé, l'exercice du droit à la formation des élus qui comprend bien deux branches, le fameux DIF élu, donc nous ne parlons pas du DIF, et là il s'agit de débattre et de délibérer donc sur les orientations et crédits affectés à la formation des élus. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de cette précision. Combien intéressante. Donc je vous disais effectivement les formations, travailler avec, surveiller, piloter les équipes, communiquer, gérer les situations sensibles. Donc nous aurons des élus formés à la crise. Donc je mets en question, en discussion. Qui s'abstient? Madame Chapouli et Monsieur Luizy se sont abstenus sur l'exercice du droit à la formation des élus. Qui vote contre? Merci pour cette unanimité de suffrage exprimé. Bien, chers amis, notre conseil touche à sa fin avec des questions diverses. Est-ce que à l'administration, il y avait ici des gens qui s'étaient inscrits pour des questions diverses? Madame Chapouli, questions diverses éventuelles? Non, pas du tout, aucune. Merci beaucoup. Alors, je tenais à rappeler à l'ensemble des élus que les mails Ville de Goyave sont créés. Nous sommes en train de travailler donc sur la dématérialisation des actes de la mairie, que des tablettes sont prévues pour les élus, mais sans budget. Puisque j'ai sans budget et j'ai préféré effectivement différer un certain nombre de choses. Donc, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé sur ces 3 dernières semaines, sur des demandes, sur un certain nombre de choses, j'ai fait le choix justement de ne pas engager de dépenses qui sortaient des choses habituelles de la gestion courante, parce que nous n'avions pas de budget. Je considère aujourd'hui que nous avons un budget et nous commençons un travail d'amendement et un travail au service des Goyaviens et de tous les Goyaviens avec les 29 conseillers municipaux, je dirais les 28 autres
puisque je travaillerai avec tout le monde et je continuerai à faire de la politique dès lors qu'il s'agira d'éléments budgétaires. Mais sur le reste du temps, nous serons dans de la proposition et dans de la construction. Voilà. Y a-t-il un élu qui a une information à faire passer sur ce week-end ou sur autre chose? Non. On vous attend. Oui, on aura un mois de mai. On aura un mois de mai de mémoire. Donc nous aurons l'occasion de vous inviter à un certain nombre de choses. Nous allons récupérer la communication de la ville, puisque au jour d'aujourd'hui, le service communication de la ville est bloqué. Donc pour ceux qui suivent la page Facebook de la ville, ne vous étonnez pas de ne pas y voir d'informations, puisque pour l'instant de l'information technique que j'ai de l'administration, les codes ne sont pas à sa disposition et il semblerait qu'il faille que je vais aller demander et redemander, et si effectivement la solution amiable ne se fait pas, je ferai en votre nom les procès qu'il faut, à qui il faut, pour obtenir ce qui appartient à la ville de Goyave et donc à la commune de Goyave, à la mairie de Goyave, aux conseillers municipaux de Goyave, à l'ensemble des Goyaviens. Le nom de domaine de la ville appartient à Goyave. Donc ça vaut pour la page Facebook Ville de Goyave, ça vaut également pour la page de Facebook Information Ville de Goyave. À bon entendeur, bonne soirée et à très bientôt. Merci.